Bien voilà, il est midi 12 minutes à la Tunis international. J'ai mis un peu plus de musique habituellement, histoire aussi d'installer Monsieur Kamel Mogel qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Sinodi. Et ravi que vous soyez là, Bonjour. parce que d'abord, je voudrais quand même vous féliciter pour la ponctualité. Vous êtes venu à l'heure, mais il y en a qui arrivent en retard, il y en a qui viennent pas du tout, qui vous disent même pas pourquoi. Mais vous, en plus de ça, bon, vous avez quelque chose aussi, parce que vous êtes respectueux de tout, et en même temps, on vous respecte parce que vous insistez le respect, parce que vous êtes quelqu'un, vous avez... Ah, il y a un problème avec le micro? C'est bon. Eh bien, ravi que vous soyez là avec nous. Je sais que vous faites partie d'un parti qui s'appelle l'Initiative El Moubadra. Et bien sûr, la première des questions, beaucoup se posent la question pourquoi vous avez cautionné ce nouveau gouvernement. Vous étiez parmi les rares, pas rares, mais les personnalités politiques brillantes à qui on accorde une certaine confiance et et vous avez tout simplement cautionné ce nouveau gouvernement. Est-ce que pour faire avancer le schmilblick en se disant si on continue à hésiter, ça prendra encore plus de temps, nous avons perdu beaucoup de temps et qu'aujourd'hui, il faut essayer d'aller, même avec les moyens du bord. Sinourdine, je tiens pour commencer à vous remercier pour cette invitation et le plaisir d'être avec vous et avec RTCI. Vous êtes passé directement donc au vif du sujet, oui, avec cette question du vote sur lequel il y a eu beaucoup a été dit là-dessus. Oui, on vous a reproché parce que tout simplement, je disais un jour qu'en football, on ne change pas une équipe qui gagne, et en politique en Tunisie, on ne change pas une équipe qui perd. On reprend presque les mêmes. Donc... c'est juste, mais bon, il y a quelquefois aussi, sur le plan moral, quand même des décisions qu'on doit prendre, à savoir que nous étions consultés par à la fois l'ancien Premier ministre ou l'ancien chef de gouvernement, oui, Hamadi Jbeli, ainsi que son successeur, donc c'est Ali Larayr. Ils ont demandé notre avis sur pas mal de questions, un peu comme tous les partis qui sont reconnus aujourd'hui et qui sont représentés ou pas au sein de l'Assemblée. Nous avons jugé que, puisque notre avis a été pris en considération, oui, évidemment, nous n'attendions pas à ce que ça soit à 100%, mais l'essentiel, c'est qu'on nous a accordé la possibilité d'exprimer notre point de vue. Et puisque toutes les questions sur lesquelles on a eu des discussions, comme j'ai dit, avec les deux chefs de gouvernement, ont été prises en considération, nous avons jugé utile d'accorder une sorte de soutien qui n'est pas un blanc-seing, qui n'est pas une décision définitive pour soutenir ce gouvernement, quelles que soient les décisions qu'il va prendre. Quand vous dites que ce n'est pas définitif, ça veut dire que tout simplement, quelque part aujourd'hui, vous le regrettez un petit peu quand vous voyez le comportement du président de la République? Pas du tout, non, pas du tout, parce que premièrement, je ne confonds pas et nous ne confondons pas notre soutien au gouvernement et notre relation avec le chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons un système qui est tout à fait différent de celui qu'on avait avant la Révolution. Bien sûr. Il faut faire la distinction entre... Mais ils font partie quand même du même gouvernement, et oui, qu'en même temps, quelque part aussi, s'il y a des choses qui vont mal ou bien s'il y a un comportement qui parfois manque de maturité, eh bien, ça éclabousse tout le monde. Au niveau du chef de l'État, je considère qu'il y a clairement une position personnelle, même si aujourd'hui... Le président de la République n'a plus les mêmes prérogatives, n'a plus les mêmes pouvoirs que selon la Constitution précédente. Par contre, c'est le chef de gouvernement qui est en fait le vrai responsable du pouvoir exécutif, à mon avis, et je pense que c'est ce qui va être le cas après les expériences qu'on a eues, évidemment, après 50 ans d'indépendance. Donc, notre soutien au gouvernement ne veut en aucun cas dire un soutien pour toujours. Ne veut pas dire nécessairement un soutien à tout l'exécutif avec ces deux composantes, avec ces deux éléments. La preuve, c'est que lorsqu'il y a eu deux motions qui ont circulé au sein de l'Assemblée, la première, celle de destituer ou de demander à Mme Badi de venir s'expliquer devant l'Assemblée, nous avons signé cette motion.
Lorsqu'il y a eu aussi une motion de défiance vis-à-vis du chef de l'État, nous avons signé cela. Donc les positions ne sont pas statiques. Les positions, le fait qu'on a soutenu le gouvernement, je vous ai dit, parce que c'est une sorte de reconnaissance de l'attitude que les deux chefs de gouvernement ont eue vis-à-vis de nous et d'avoir pris en considération nos avis. Nous avons considéré que sur le plan même moral, c'était important quand même de leur donner une chance. De leur accorder aussi la bonne foi et on jugera à la pièce. Comment vous trouvez que, je ne sais pas si c'est la première fois qu'on menace quelque part les Tunisiens et les médias, s'ils doivent dire quoi que ce soit concernant le Qatar, eh bien ils auront des poursuites ou des problèmes. Aucun parti n'a jamais parlé de l'Amérique, enfin des États-Unis ou de l'Europe, qu'en cas où on parle justement, on dit du mal de ces pays-là, on risque gros. Comment vous trouvez ce comportement? Vous savez, je crois que... Je veux dire, pourtant, la Tunisie est libre aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et j'espère que notre pays gardera sa souveraineté pleine et entière, que ce soit vis-à-vis de petits pays. Et il est grand temps qu'on prenne conscience de ça. Je pense que nous l'avions dit au sein de notre parti. Si vous regardez aujourd'hui certains journaux, je l'ai dit hier et ça a été repris, que ce soit vis-à-vis de Qatar ou vis-à-vis de n'importe quel autre pays, il n'y a pas une différence entre des grands et des petits. La souveraineté nationale, c'est quelque chose sur lequel personne, il n'y a aucun Tunisien qui mérite ce nom, ne peut accepter qu'une puissance étrangère, quelle qu'elle soit, intervienne dans nos affaires intérieures. Donc ça, c'est une position qui, à mon avis, doit être celle de tous les Tunisiens, et quel que soit le pays en question. Donc que ce soit les États-Unis ou autres, ou Qatar en particulier, cela est inacceptable et on ne peut pas l'accepter. D'autant plus que je crois que ces pays-là n'ont pas spécialement de leçons à nous donner, puisque la Tunisie aujourd'hui, avec la évolution et avec justement la prise de conscience de beaucoup de situations, de beaucoup de problèmes, n'a pas spécialement de leçons à recevoir, surtout pas de ces pays-là où il n'y a pas spécialement une démocratie. C'est clair, c'est évident, mais même des pays qui sont des pays démocratiques, je crois que nous sommes aujourd'hui, après la Révolution, en mesure de décider de nous-mêmes et de ne pas être soumis ni à des conditions, ni à des diktats de la part de n'importe quel pays. Donc je suis tout à fait de cet avis-là et nous veillerons à ce que ça soit tout le temps la position de notre parti. Bien, alors évidemment, il y a beaucoup de questions qu'on pose concernant votre personne, parce que vous êtes quelqu'un qui a déjà une grande carrière en tant que politicien, on peut le dire comme ça aussi, puisque vous avez été aussi ministre avec le gouvernement de Ben Ali. Ce qui n'est pas spécialement toujours facile à gérer aujourd'hui. Vous avez aussi été avec les Nations Unies, vous avez travaillé avec les Nations Unies, donc vous avez quelque part quand même pas mal d'expérience, mais aussi le fait d'avoir fait partie du gouvernement de Ben Ali, même si vous n'étiez peut-être pas spécialement à l'aise et bien, et que peut-être vous avez choisi de quitter peut-être aussi ce gouvernement, aujourd'hui ça vous porte préjudice. Enfin, je pense que c'est tout à fait normal lorsqu'on est un homme public de laisser aux citoyens et disons à tout le monde, que ce soit les Tunisiens ou des étrangers, de juger de ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Je le dis avec beaucoup d'assurance, je ne regrette pas d'avoir travaillé pour mon pays pendant 5 ans, parce qu'il ne faut pas non plus confondre. La plus grande partie de ma carrière, je l'ai passée à l'étranger. J'ai quitté la Tunisie en 1972, donc immédiatement après mes études universitaires, pour continuer mes études de troisième cycle en Suisse, et je m'étais engagé donc avec les Nations Unies depuis jusqu'à 2005, où j'ai travaillé dans plusieurs secteurs, pas seulement dans le secteur humanitaire avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, mais surtout dans le maintien de la paix. J'ai enseigné même à l'Institut de haute études internationales où j'ai fait mes études. Lorsqu'on m'a demandé en 2005 de venir aider mon pays et travailler pour mon pays, je considérais que c'était tout à fait normal et que c'était quand même un devoir, parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon pays, je suis de ceux qui ont bénéficié d'une bourse pour faire mes études supérieures, je suis de ceux qui étaient engagés
dès mon jeune âge. Je tiens à vous dire que je viens d'une famille politique, je viens d'une famille surtout où mon père était connu pour être un grand militant du Destour, et j'ai eu ma première carte au sein du Néo-Destour à l'âge de 14 ans. Donc c'est vrai que je me suis absenté longtemps, j'ai passé quand même 33 ans en dehors de la Tunisie jusqu'à 2005, et je dois dire que les 5 ans que j'ai passés, que ce soit au ministère de la Défense ou au ministère des Affaires étrangères, je n'ai rien à regretter, et si on doit juger quelqu'un, on doit le juger sur ses actes et pas seulement parce qu'il a travaillé pour ce pays. Comme quoi on ne choisit pas sa famille, mais... Je crois, non, j'ai choisi ma famille, je n'ai jamais nié cela. À ma connaissance, il y a 204 personnalités tunisiennes qui ont fait partie des différents gouvernements avec l'ancien président. Je suis parmi ces 204 ou 205 personnes qui ont travaillé pour la Tunisie. Et je ne le regrette pas et je suis prêt à assumer tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai décidé en ma qualité de ministre de la Défense au ministre des Affaires étrangères. Je dois dire avec beaucoup de modestie, parce que heureusement j'espère ne pas être quelqu'un qui est vu comme étant prétentieux, mais si le ministère de la Défense et si l'armée tunisienne aujourd'hui constitue une fierté pour le peuple tunisien, c'est que je suis quand même le ministre qui a le plus enduré avant la révolution. Et à mon avis, je n'étais pas du tout un élément de déstabilisation ou un élément donc négatif. Tout à fait. Alors votre courage, évidemment, est à applaudir. Moi, je voudrais justement rebondir avant d'écouter un petit peu de musique, puisque vous avez été justement ministre de la Défense. Est-ce que le Tunisien aujourd'hui, quand il voit ce qui se passe, est-ce qu'il fait peur, où il y a quand même des armes qui circulent, il y a quand même des groupes, des milices, il y a des associations qui sont presque des terroristes, pour ne pas dire des terroristes, et qui aujourd'hui qui sont camouflés sous des titres et sous des noms qui font bien, mais en même temps, en fin de compte, l'idée principale est toujours la même. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui que l'armée, en cas où il y a un problème réellement quelconque très grave, peut réellement s'occuper et peut sauver la situation? Il m'est difficile vraiment pas seulement de juger, mais surtout de parler. Il y a une obligation, comme vous savez, de réserve. D'accord, mais sinon, parce que le Tunisien s'inquiète. Je suis confiant. Je suis confiant. Je sais que nous avons des cadres de haut calibre. Je sais que notre armée est une armée vraiment nationale. Je leur fais confiance et le nécessaire, à mon avis, est certainement fait, sinon il sera fait. Donc, de ce point de vue-là, je sais de quoi je parle, et même si je ne suis pas malheureusement en position de tout dire. Vous n'êtes pas en position de... Mais bon, comme dit Camus, un homme est plus un homme par les choses qu'il tait que par les choses qu'il dit. Et vous comprenez donc, ce que dans le non-dit, il y a beaucoup de choses à comprendre, mais ce que vous avez dit, vous ne pouvez pas dire plus, parce que tout simplement, le droit de réserve vous oblige à le faire. Mais ceci dit, l'armée, est-ce que vous pensez juste, encore une question, puisqu'on reste encore avec l'histoire de l'armée, aurait dû peut-être, à l'E14, peut-être, on aurait pu gagner peut-être plus de temps, plus de stabilité, et voir un avancement au niveau du maturité politique si l'armée avait pris peut-être les choses en main, le temps que les choses se stabilisent le 14. Je pense honnêtement que l'armée a fait ce qu'elle devait faire. D'accord. Elle a assuré quand même la sécurité du pays et surtout la sécurité des frontières. Oui, mais c'était pas suffisant pour beaucoup. Non, c'est pas suffisant pour ceux peut-être qui pensent à autre chose. Et j'espère que notre armée restera toujours une armée républicaine, quelles que soient les conditions. Même quand on change le drapeau, on met un drapeau noir. Non, mais ça c'est autre chose. Soyons clairs, ça c'est pas son rôle non plus. C'est quand même l'armée. C'est pas son rôle. Non, c'est pas son rôle. Ah bon? Même si c'était dans des circonstances, disons, exceptionnelles. L'armée a surtout son rôle, c'est de garder les frontières. Qui doit protéger le drapeau tunisien, si ce n'est pas l'armée? Non, évidemment, l'armée doit honorer le drapeau tunisien, c'est clair. Mais si elle honore, automatiquement, elle le protège. Lorsqu'un citoyen, comme ça a été le cas, je considère que c'est un blasphème en quelque sorte. C'est quand même d'autres services, y compris la sécurité et la justice, qui doivent s'en occuper. Bien, on va écouter un peu de musique avec nous, Kabel Molgen, jusqu'à 13h30. Restez avec nous, encore beaucoup de questions et en même temps tout un plaisir que de l'écouter, puisque c'est vrai que moi ce que j'aime chez ce monsieur, c'est le courage. La Tunisie a fait la révolution grâce au courage, et qu'on fasse partie d'un ancien gouvernement et aujourd'hui on refait surface en faisant de la politique, il faut aussi avoir le courage. C'est une minute, hein.
Voilà, vous écoutez RTCI, c'est ouvert le dimanche, c'est jusqu'à 14 h. Et bien, notre invité de ce midi, c'est Monsieur Kamel Modjen du parti El Moubadra, l'initiative autrement dit. Et donc, je disais tout à l'heure courage. Votre courage a aujourd'hui donné la possibilité, Monsieur Kamel Modjen, à sortir de l'ombre et à se dire tout simplement, c'est vrai que quelque part, après le 14, tous ceux qui ont fait partie, que ce soit du gouvernement de Bourguiba, mais surtout de Ben Ali, étaient considérés comme des personnes qui avaient quand même des tâches, je parle au niveau de la propreté, et qui n'étaient pas spécialement transparents, donc ils avaient vraiment des choses à se reprocher. Votre courage a donné la possibilité donc à beaucoup qui n'ont pas été mauvais et qui étaient obligés de travailler. La Tunisie doit travailler, que ce soit avec les grands, les petits, ceux qui font partie d'un parti, ceux qui font partie d'un gouvernement, et que les choses doivent avancer, et que vous avez pris l'initiative de le faire. Et ça a donné le fait aujourd'hui, il y a l'émergence des Destouriens. En fait, encore une fois, c'est pas pour faire le modeste, mais je n'étais pas le seul. Il y en a d'autres aussi qui ont pris la même décision en créant d'autres partis. La preuve, c'est que ce que nous venons de faire vendredi dernier, donc il y a juste 48 heures, pour créer un front destourien, ce n'est pas seulement le parti El Moubadra, l'initiative, c'est encore 5 autres partis qui font partie de ce front. Mais je pense que pour moi, c'était une question de confirmation d'une appartenance, quel que soit le jugement qu'on peut donner ou qu'on peut avoir de l'œuvre des Destouriens pendant les 50 et quelques années qui sont passées au pouvoir, que ce soit avec le président Bourguiba ou avec le président Ben Ali. Comme toute œuvre humaine, certainement, il y a pas mal de choses positives, soyons aussi bien sûr, il ne faut pas cracher dans la soupe, comme on dit, oui. Mais comme toute œuvre humaine aussi, il y a des insuffisances, il y a des erreurs que nous devons assumer, que chacun de nous doit assumer selon sa responsabilité. Je trouve qu'il est tout à fait normal que ceux parmi nous qui, à un moment ou à un autre, assument une certaine responsabilité en ce qui concerne surtout les points négatifs, doivent, disons, ou bien être jugés ou tout simplement même si, comme nous l'aurions souhaité, depuis la Révolution, il y a eu une sorte de réconciliation nationale, mais une réconciliation qui ne passe pas sans disons, justice. Justement, parce que beaucoup pensent que dès qu'il y a réconciliation, ça veut dire on tourne la page. Non, ce n'est pas du tout ça mais de toute façon, toute réconciliation doit passer par un jugement, doit passer par une justice, même si c'est une justice transactionnelle. Donc, comme ça a été fait dans pas mal de pays, dans des dizaines de pays, que ce soit d'Afrique ou d'Amérique latine ou d'Asie. Malheureusement, s'il y a quelque chose qu'on doit reprocher aux 3 gouvernements qui sont arrivés, qui étaient là depuis la Révolution, s'il y a quelque chose qui n'a pas bougé, c'est bien celle-là. Et on a gardé des gens qui, à mon avis, plusieurs d'entre eux n'ont rien à se reprocher, que ce soit en prison, et j'assume ce que je dis, d'une façon tout à fait illégale, ou même ceux qui, même s'ils ne sont pas en prison, n'ont pas eu l'occasion de s'expliquer devant le peuple tunisien. Moi, j'ai eu, je le dis encore une fois en toute modestie, j'étais le premier à m'excuser auprès du peuple tunisien, plus qu'une fois, parce que je considère que ce que j'ai fait, je l'ai fait dans la légalité. Vous êtes excusé essentiellement pourquoi? Non, peut-être, je l'ai dit, même pour mon silence, je l'assume. Parce qu'on vous a reproché aussi l'histoire du passeport. Non, mais c'est-à-dire, je pense que si on a commis même si on a tendance à parler encore toujours du passé, parce que là vous êtes dans le présent et vous parlez du futur. Moi je suis dans le présent parce que je crois que la Tunisie de demain ne peut pas être construite, ne peut pas sans regarder le passé, c'est clair. Ça reste un repère et tirer aussi. Non, c'est surtout pour tirer les leçons. C'est tout à fait normal, mais aussi pour ne pas exclure
toute personne qui peut, d'une façon ou d'une autre, aider ce pays, parce que la Tunisie n'appartient pas à une catégorie de la population, la Tunisie n'appartient pas à un seul parti, et j'espère qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs du passé demain, et surtout pour préparer l'avenir des nouvelles générations. Donc c'est pas en calquant en quelque sorte l'ancien système, et tel que malheureusement nous le voyons aujourd'hui, qu'on va construire la Tunisie nouvelle. Bien sûr. Est-ce que vous ne trouvez pas justement la Tunisie, depuis l'arrivée de Bourguiba jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'y a eu une seule personnalité réellement brillante et qui fait aujourd'hui presque l'unanimité, malgré aussi qui est une personne qui n'est pas parfaite, qui est Bourguiba, que c'est un petit peu trop peu pour un pays quand même au bout de 60 ans? Je ne crois pas. Je crois pas. Lorsqu'on Aujourd'hui, regarde... on en fait un petit peu un fonds de commerce, Non, quelque part, pour, je veux dire, si d'un côté, on refuse d'accepter Bourguiba, qui quand même a fait beaucoup pour la Tunisie, de l'autre côté, on l'utilise beaucoup pour se faire une belle image. Bourguiba ne doit pas être, en quelque sorte, la référence pour une catégorie des Tunisiens ou pour un parti politique. C'est l'histoire de la Tunisie. Bourguiba appartient à la Tunisie, appartient à tous les Tunisiens, même ceux qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec lui, aujourd'hui se réfèrent à lui. Bourguiba, c'était quelqu'un d'exceptionnel, que l'on veuille ou non, et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas d'accord avec vous, parce que on ne crée pas des gens et des personnalités comme Bourguiba tous les 10 ans. Non, mais je veux dire, peut-être la question était mal posée, mais et que depuis, il n'y a eu qu'une seule personne réellement, jusqu'au 14, où il y avait réellement cette force, cette prestance et en même temps cette culture. Ça ne me surprend pas, je ne suis pas choqué par cela. Bourguiba était un être exceptionnel, une personnalité exceptionnelle. C'est évident. Comme on peut avoir dans n'importe quel pays, pas seulement en Tunisie, une fois tous les siècles. On peut prendre les pays que nous connaissons bien, que ce soit les pays frères qui sont proches de nous, ou que ce soit des pays amis. Je pense à la France, dont évidemment nous connaissons l'histoire. Qu'est-ce qu'on a eu en France comme personnalité exceptionnelle? Disons, dans le dernier siècle, c'était quoi? C'était De Gaulle, De Gaulle, Mitterrand jusqu'à une certaine mesure, parce que évidemment, ils ne sont pas nécessairement aussi de... Aujourd'hui, on voit un peu la situation en France. Ouais. Vous suivez mieux que moi ce qui se passe, et vous voyez les jugements qui se portent aujourd'hui. Donc je ne veux pas intervenir dans les affaires françaises, évidemment, mais nous prenons d'autres pays qui nous sont proches. Bourguiba, lorsqu'il était au pouvoir, nous savions qu'il avait, vis-à-vis de l'Égypte surtout, qui voulait dominer le monde arabe et la Ligue arabe, etc., une personnalité aussi exceptionnelle qui était Nasser. Oui. Mais depuis, on a vu aussi que ce niveau-là n'est plus... Donc, je pense que lorsqu'on regarde l'histoire de notre pays, évidemment, on peut retourner à Hannibal, on peut considérer Ibn Khaldoun, on peut considérer... Mais combien en tout? Une dizaine peut-être, pour une histoire qui est de 3000 ans. Donc, non, ça ne me choque pas, et c'est tout à fait normal. Je dirais aussi que lorsque vous avez une personnalité aussi forte, aussi exceptionnel que Habib Bourguiba, il est difficile aussi de laisser monter d'autres personnalités à côté de lui. C'est sûr. Et c'est assez valable pour tout le monde. Et ça, c'est valable pour vous aussi, puisque vous avez eu la chance d'avoir pratiqué de la politique et d'avoir fait partie aussi du monde international avec les Nations Unies, ce qui fait que peut-être aujourd'hui, il y a quand même une faiblesse au niveau du paysage politique et des personnalités politiques qui n'ont pas encore de maturité, qui n'ont pas de pratique, et qui vous donnent, à vous, comme à Khaït Sebsi, comme à 2 ou 3 personnalités qui émergent du lot parce qu'ils ont un peu plus de maturité. Je pense que chacun de nous a évidemment certains avantages par rapport à d'autres. C'est vrai que j'ai eu une longue expérience internationale. Bien sûr, c'est important. Je me suis éloigné de mon pays, et puis une expérience internationale qui n'était pas dans les... comme on dit, dans les réceptions ou dans les occasions mondaines. Comme vous n'étiez pas un pion du pays, tout simplement, à être là, où vous avez fait votre travail réellement en tant que fonctionnaire international. Je pense que ceux qui me connaissent, que ce soit
de mes collègues ou que ce soit des diplomates tunisiens qui m'ont vu à l'œuvre un peu partout dans le monde, je le dis encore une fois en toute modestie, savent que l'image que j'avais et que si j'ai décidé de rentrer travailler pour mon pays, j'ai fait des sacrifices Vous n'avez pas sur le besoin plan de parler de personnel. vous, je vous le dis franchement, en faisant la part des choses et sans passer dans des détails qui sont parfois négatifs, qui ne servent pas à grand-chose. Vous faites beaucoup l'unanimité par rapport à beaucoup de Tunisiens et Tunisiennes qui vous apprécient beaucoup. Merci. Nous avons justement quelqu'un au téléphone. Allô? Oui, bonjour Nourdine, bonjour Monsieur Morgène. Bonjour. Bonjour Madame Makiejana. Écoutez, là, je vais me présenter entièrement parce qu'il s'agit de Monsieur Morgène. Je m'appelle Nedia Omran. Oui. J'ai été journaliste par le passé et journaliste plutôt indépendante. D'accord. Et je vais être très directe avec Monsieur Morgène parce que Monsieur Morgène a une certaine stature et il me permettra d'aller directement au fait. D'abord, je voudrais lui laisser méditer cette phrase d'un grand écrivain français qui fut aussi un grand résistant. Chacun trahit sa patrie à sa manière. Voilà la phrase. Ensuite, comme M. Morgène a évoqué sa carrière de diplomate, je me trouvais en 2011, après la Révolution, je me trouvais à l'étranger, mais je suivais par Wataniya ce qui se passait dans le pays. Et M. Morgène avait été pris à partie sur la chaîne Wataniya par une militante connue, une actrice de la société civile et elle-même ancienne journaliste. Je ne la nommerai pas, mais M. Morgène va la reconnaître. Et il avait été accusé d'avoir servi les intérêts de la famille, anciennement au pouvoir, Oui. en Suisse. Il s'était insurgé et avait répondu en direct en menaçant, il était dans une grande colère et avait menacé de porter plainte. Ma question est, est-ce qu'il maintient ses arguments et sa défense? Et une seconde question au chef de parti, que je ne saurais ranger ni dans l'opposition ni du côté du pouvoir, mais enfin, son parti lui-même a voté la confiance au gouvernement de Siad El Arayeb. J'aimerais savoir pourquoi. Voilà, et je vous remercie, je vais écouter ça. Écoutez, vos deux questions sont pertinentes, merci beaucoup. Merci. Nedia Omran, et puis de rester avec nous si des fois vous avez d'autres questions à poser après. Non, c'est bon pour aujourd'hui. D'accord, c'est bon pour aujourd'hui. Bonne journée, au revoir. Donc c'est déjà pas mal, vous avez posé des questions assez... Tout à fait. Madame Nedia, je vous remercie de vos deux questions. Je dois dire que pour la première, je ne veux pas moi aussi mentionner le nom d'une grande militante, je suis d'accord avec vous, mais elle a été injuste avec moi. Rappelez-vous bien, elle m'a taxé d'avoir pris dans les voitures de l'ambassade des personnes de la famille donc de l'ancien président pour emmener leur argent dans les banques suisses, comme si j'étais un... c'est ça qui m'a vraiment mis hors de moi. C'était dégradant? C'était dégradant pour moi. Ceux qui me connaissent à Genève savent très bien mon comportement, que ce soit aux Nations Unies ou en dehors. Et lorsqu'on dit des choses sans avoir la preuve, je trouve que ce n'est pas bien de dire cela à des gens. D'ailleurs, je dois vous dire que depuis, les choses se sont arrangées et que le lendemain, la personne intéressée a appelé pour s'excuser et que pour moi, le problème est c'est pour ça que je n'ai ni intenté une action, ni fait quoi que ce soit. J'ai accepté ses excuses parce que je crois qu'elle a réalisé qu'elle est allée un peu trop loin. On va s'arrêter un peu juste pour écouter quand même les applaudissements. On peut l'applaudir. Absolument, absolument. Oui, continuez, je vous écoute. Donc, en ce qui concerne la deuxième question, peut-être que vous n'étiez pas à l'écoute au début, parce que si Nourdine m'a posé la question en ce qui concerne le vote, je sais que ça a créé beaucoup de discussions, le fait que nos députés ou nos membres de l'Assemblée ont voté la confiance au gouvernement Ali El Arayeb, et j'ai expliqué que c'était pour moi comme un engagement moral vis-à-vis d'un chef de gouvernement qui a demandé notre avis et qui en a tenu compte, même partiellement. On a voulu lui donner ce vote comme un encouragement, mais ce n'est pas un vote définitif, et j'ai bien dit qu'on va juger à la pièce, et nous avons déjà
comme vous le savez éventuellement. Quelles étaient les raisons qui vous ont donné... Les raisons. Nous avons demandé à ce que les 4 ministères, comme toute l'opposition, nous avons demandé à ce que les 4 ministères soient, donnés ou accordés à... Y a-t-il des indices qu'on ne connaît pas, nous, qui vous ont donné pas du réellement tout, raison pas du tout. pour le faire? On n'a rien à cacher, pas du tout, et je vous assure qu'il n'y a eu aucun contact en dehors de contact officiel. Nous n'avons que 4 voix, puisque l'un de nos députés n'était même pas en Tunisie à l'époque. Ça n'aurait pas changé grand-chose, mais pour nous, c'est une façon de répondre positivement à une attitude que nous avons jugée positive. Et encore une fois, cela ne va pas nous empêcher, parce qu'il n'y a aucun deal, comme disent les anglophones, Oui. ni avec Ali Larayr, ni avec n'importe quel Y a-t-il, autre à part parti. beaucoup d'erreurs, il y a eu des choses qui vous ont rassuré quelque part depuis ce nouveau gouvernement, que ce soit au niveau de la sécurité ou autre? Je ne cherche pas cela. Nous jugeons, disons, l'action de ce gouvernement au jour le jour, et nous prendrons les décisions qu'il faut en fonction donc de ce jugement. Donc nous n'avons aucun engagement ni à court terme ni à long terme, et nous allons juger ce gouvernement en fonction de ce qu'il réalise ou ce qu'il ne réalise pas. Vous avez quand même pas mal d'expérience, Monsieur Kamel Morgen. Il s'est passé quelque chose d'absolument grave. C'est peut-être le fait le plus grave depuis le 14 janvier, c'est l'assassinat de Chokri Belaïd. Et que jusqu'aujourd'hui, il y a un flou total. Vous connaissez quand même l'appareil de l'État, vous connaissez le ministère de la Défense, vous connaissez aussi certainement aussi une grande partie du ministère de l'Intérieur. Comment vous jugez cette situation aujourd'hui quand même assez grave et en même temps qui perturbe tout le monde? Il est clair que c'est certainement l'affaire la plus sérieuse depuis la Révolution, parce que s'il y a quelque chose qu'on doit vraiment éviter à notre pays, c'est qu'on rentre dans une époque où on rentre dans une période de... Il y a une volonté de toute façon de l'autre côté de vouloir le faire. J'espère que tous ceux qui ont la possibilité d'influer sur l'avenir de ce pays, s'il y a quelque chose qu'on doit éviter, c'est la violence. Et surtout lorsqu'il s'agit d'assassinats d'hommes politiques et de militants comme Feu Chokri Belaïd. Même si, comme vous le savez, on n'était pas du même bord, etc. Mais il y a un respect qu'il faut qui s'établisse entre tous les acteurs politiques, quelles que soient nos divergences. J'ai vu, comme vous, aujourd'hui la presse, et il y a des indications maintenant que, éventuellement, les personnes qui étaient derrière cet assassinat terrible sont plus ou moins connues. Donc, ce que nous attendons, c'est surtout de la part du gouvernement, si cela est vrai, de l'annoncer formellement et officiellement, parce que je crois que d'avoir le courage. Certainement ne résoudra pas le problème en tant que tel et la perte d'un homme politique, mais au moins évitera pour notre pays de rentrer dans un processus, disons, de violence que nous voulons coûte que coûte éviter. Pour rester dans le même sujet, comment vous trouvez la décision du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a dit que tout simplement les martyrs de 2012, maintenant c'est un sujet qui n'est pas terminé, mais que tout simplement il faut tourner la page parce qu'on doit passer à autre chose? Que c'était que parfois, je veux dire pour ceux qui sont concernés directement, pour les personnes qui aiment la Tunisie et qui trouvent quand même que c'est ces martyrs-là qui font partie de l'histoire plus que les chefs politiques peut-être, et qu'aujourd'hui ils trouvent que c'est quand même dégradant et en même temps méprisant que de tourner la page et de les oublier. Je pense que le devoir que nous avons pour la mémoire de tous nos martyrs, donc que ce soit de l'indépendance ou que ce soit de la Révolution, c'est un devoir de tout le monde. Oui, est-ce que vous jugez ça comme une erreur ou comme je crois que il faut surtout éviter cela et d'accorder à la mémoire de tous nos martyrs, disons, un respect. Je ne parle pas de compensation, je ne parle ce qui est tout à fait normal pour leur famille, etc. Mais c'est surtout une reconnaissance de ce qu'ils ont fait. Ils ont payé quand même ce qu'ils ont de plus cher de leur vie pour que notre pays connaisse la liberté qu'il a aujourd'hui, comme ceux de 1938 et après ont payé pour que notre pays aussi connaisse l'indépendance. Donc je crois qu'il faudra accorder à tous nos martyrs le même respect et le plus haut
respect de leur mémoire et éviter ce genre de déclaration qui d'ailleurs n'ajoute rien et ne donne absolument rien de positif. Et vous pensez que ça peut être aussi tout simplement une manière de tout simplement de faire oublier ce qui s'est passé depuis le 14 au niveau de justement d'assassinats ou de meurtres ou d'incidents graves? C'est une manière Bon, ça, faute de ne pas pouvoir les gérer comme il faut. Non, moi je crois que c'est un devoir de tout le monde. Ouais. Et il faut que nous soyons tous unis lorsqu'il s'agit surtout d'un problème aussi important et aussi représentatif en quelque sorte Tout à fait. de la conscience nationale. Votre parti, bien sûr, a un rapport, a des relations avec d'autres partis, doit faire front avec d'autres partis. Tout à l'heure, justement, je rebondis sur ce que vous avez dit à propos du Front populaire. Vous avez dit nous ne sommes pas du même bord. C'est quand vous dites que vous n'êtes pas du même bord, est-ce que c'est fondamentalement au niveau de la politique? Parce que la politique du Front populaire aujourd'hui, c'est celle qui touche les personnes qui ont fait la révolution, c'est celle qui touche les personnes réellement, une partie de la Tunisie qui réclame la dignité, le respect, le travail, et qui peut-être va chercher dans le même terrain que Nada. Est-ce que cette divergence est à ce niveau-là que vous avez entre vous et le parti Non, Front populaire? moi je crois qu'il y a des familles politiques aujourd'hui qui composent la scène politique tunisienne. Ça ne va pas dire nécessairement qu'on est en désaccord sur tous les points. Je crois que, moi je dis toujours qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde bipolaire, on n'est plus dans une politique où il y a tout simplement, comme c'était le cas avant, donc une gauche et une droite, Oui. des capitalistes et des socialistes. Nous sommes aujourd'hui dans disons, une scène politique où il y a beaucoup d'interférences, beaucoup de mélanges, et ce qui peut nous distinguer tout simplement, c'est ce que j'appelle un peu la dose sociale dans notre programme économique et social. Donc c'est uniquement cela, mais pour le reste, c'est tout le monde aujourd'hui est pour la démocratie, tout le monde aujourd'hui est pour un régime libéral. Libéral au sens politique du terme, parce que évidemment, je ne parle pas du côté économique, c'est pour ça que mais peut-être un autre tout problème. le monde n'est pas du tout dans le même, comment dirais-je, dans les mêmes motivations, dans les mêmes craintes pour ce qui est de la classe sociale pauvre, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de droit à la santé, qui n'a pas le droit à l'école. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous là-dessus, parce que si je prends l'exemple de pays qui nous ont quand même précédés dans la démocratie, vous voyez un peu l'extrême droite en France, par exemple. Où est-ce qu'elle recrute? Elle recrute même surtout parmi les classes, la classe la plus démunie. Donc c'est pas seulement l'extrême gauche ou la gauche. C'est une autre configuration parce qu'ils ont des problèmes également d'immigration. D'un autre genre, oui, je suis d'accord avec vous. Et je crois qu'ils recrutent par rapport à cette basse classe, la classe, je veux dire pauvre de la France, justement en montrant haut et fort que le problème est un problème d'immigration. Tout à fait. Non, pas seulement d'immigration. Je parle aussi de Français de souche, mais c'est pas seulement l'immigration. Non, ce que je veux dire, aujourd'hui, le choix, en ce qui concerne les électeurs ou en ce qui concerne les citoyens, lorsqu'ils choisissent leur camp, n'est pas basé sûrement sur l'histoire ou l'appartenance de classe. Hein. C'est aussi une question d'appartenance politique. Nous avons quand même près de 4 millions de Tunisiens qui n'ont pas participé aux élections la dernière fois. C'est sûr. Où est-ce que vous allez les situer? Ils peuvent être de tous bords. Et puis, le Front populaire, lui, il a pris réellement de l'importance et il a augmenté dans le score bien après les élections. Tout à fait. C'est un fait, et je dirais, c'est tout à fait normal aussi, parce que le Front populaire a cette caractéristique, quand même sur le plan politique, d'être très clair dans ses positions. Le discours passe bien, surtout dans la situation que nous vivons aujourd'hui sur le plan économique et social du pays. Donc ils sont dans l'essentiel quelque part. Enfin, dans l'essentiel, je l'espère pour eux, je l'espère pour mon pays.
Très bien, on va écouter un peu de musique. On va retrouver M. Kamel Molgen après les informations de 13 heures jusqu'à 13h30. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir poser des questions. Faites-les. Soyez brefs et en même temps, il est là aussi pour la Tunisie, donc pour vous écouter et écouter vos questions avec Noël Seydi à la technique. Et bien voilà, c'est ouvert le dimanche, c'est la deuxième et dernière partie avec notre invité, Monsieur Kamel Molgen du parti El Moubadra, l'initiative. On a parlé de pas mal de choses, alors si vous écoutez, c'est bien, et en même temps, si vous allez poser des questions, ne posez pas des questions qui ont été déjà posées. Nadia Omran a posé des questions, j'espère qu'elle est contente et satisfaite des réponses, et en même temps, certainement, il va y avoir d'autres personnes qui ont appelé tout à l'heure pendant les informations, qui vont rappeler plus tard. Monsieur Kamel Molgen, alors dernière partie, c'est vrai que là aujourd'hui on assiste à des plateaux de télévision. Le Tunisien, jamais il n'a été gavé de politique et en même temps de rencontres avec des politiciens, de voir des politiciens, des nouvelles têtes. Le Tunisien aujourd'hui, le politicien surtout, il est dans les détails, il est beaucoup plus dans l'ego, dans le parti, dans comment gagner, comment ne pas perdre. Et on oublie d'abord la Tunisie, on oublie l'essentiel qui est l'économie. Ah, nous avons Salwa qui est avec nous. Alors, nous prenons d'abord Salwa qui est avec nous. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, Salwa monsieur. Besba qui est avec nous. Salwa qui voudrait poser une question à monsieur Kamel Molgen. Allez-y. Tout d'abord, bonjour Monsieur Molgen, est très contente de vous entendre Bonjour. sur RTCI. Bonjour, Madame Salwa. Bonjour Monsieur. En fait, moi, j'ai... Il y a un bruit là, il y a un bruit derrière. Vous avez votre radio qui est derrière? Non, pas du tout, non. Je suis même dans une pièce fermée, il n'y a pas Bon. de radio, je n'entends rien. Alors du tout. bon, dommage, mais c'est pas grave. De toute façon, on arrive. Noël va essayer de faire que ce soit un peu mieux. D'accord. Oui, on vous écoute. Merci beaucoup. En fait, moi, j'ai beaucoup de questions, mais je vais aller à la plus urgente, c'est-à-dire dans toutes ces bagarres politico-gouvernementales, on oublie une chose très très importante, et c'est pour cette raison que je vous appelle. Parlez plus fort. Qu'est-ce qu'on fait pour les régions où les gens sont laissés pour compte depuis très très longtemps? Depuis des décennies, c'est pas du tout un problème récent. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je n'ai plus de réponse à des questions qui sont pratiquement de l'ordre du quotidien, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement, au niveau des écoles, au niveau des hôpitaux, des dispensaires. Je deviens complètement folle. D'abord, je suis bien placée pour le savoir parce que j'effectue des visites pratiquement quotidiennes dans ces régions-là. Alors, Monsieur Molgen, dites-moi, où est-ce qu'on va et comment on va régler tout ça? Voilà. Une autre question peut-être, Salwa? Pardon? Une autre question peut-être. Une autre question? J'en ai beaucoup de questions. Je vais laisser la place un petit peu aux autres. Mais c'est la plus importante pour moi, celle-ci, celle que je viens de poser là. Salwa Besba, je rappelle que vous êtes, elle a une association qui s'appelle les Flics. Elle travaille également avec le Croissant Rouge. Elle est très bien placée parce qu'elle fait un travail énorme avec son association et avec ses collaborateurs pour le Nord-Ouest, où elle a fait du travail énorme pour un hôpital, pour une école, pour aussi une petite passerelle pour éviter à ce que les enfants ne fassent pas 14 km par jour. Il y a pieds nus où elle a trouvé dans une opération 350, je crois, paires de bottes pour les enfants. Mais ça reste vraiment très 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 peu. Et ces gens-là vont s'essouffler un jour ou l'autre. Donc, M. Kamel Molgen. Madame Salwa, je vous remercie de votre question parce que je pense que c'est la vraie question qui se pose aujourd'hui. Et croyez-moi, juste pendant l'intermède, comme on dit, qu'on vient d'avoir, je discutais avec des amis de la radio qui sont là, et on disait que nous avons exagéré. Lorsque j'ai dit nous, ça veut dire toutes les radios et toutes les télévisions, de voir sur les plateaux toujours des discussions qui sont plus ou moins les mêmes, qui se répètent et qui sont politico-politiques. Alors que le pays, à mon avis, a besoin aujourd'hui d'une autre approche, une approche beaucoup plus
économique et social. Nous avons, je pense, besoin surtout d'un plan clair, d'un programme clair sur lequel la majorité des Tunisiens, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur obédience, doivent se mettre d'accord. Et vous avez raison de soulever surtout cette question en ce qui concerne les gens qui sont en quelque sorte délaissés pour compte dans tout ce qui est développement dans notre pays. Je vous interrompre, mais c'est Oui. vraiment, je tire un signal d'alarme. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez parfaitement raison, et je ne dis pas cela pour vous plaire ou pour aller dans le même sens. C'est mon avis, je l'ai toujours dit, et je crois que c'est pour nous une urgence. Et ce n'est pas une question seulement de réfléchir. Ça ne vous dérange pas de le rappeler parce que le son est extrêmement mauvais. On n'arrive pas, ou avec peut-être le portable, parce que là. Entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, je continue pour dire qu'en fait, nous avons besoin d'un programme sur lequel la majorité des Tunisiens doivent se mettre d'accord, la majorité des partis politiques. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, les divergences au niveau des idéologies ne sont plus comme elles l'étaient auparavant. Et qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de se mettre d'accord sur un programme, sur un plan de développement sur lequel la majorité des Tunisiens doivent se mettre d'accord, et ça ne doit pas être quelque chose à court terme. Il faut vraiment que nous pensions à mettre un programme pour les 10 ans à venir, Fondamental. au moins, et sur lequel dans lequel tout le monde doit être engagé, que ce soit les autorités, les partis politiques, la société civile, et c'est très important parce qu'on ne peut pas toucher ces personnes-là si on n'a pas tout le soutien des associations qui sont actives dans ce domaine. Et revoir surtout, en ce qui concerne notre développement régional, notre politique, qui certainement a beaucoup de défauts, qui certainement n'a pas réussi comme on n'a pas donné les résultats que nous souhaitions, ni avant la Révolution, ni depuis la Révolution, parce que maintenant les années commencent aussi à compter depuis 2011. Donc, et là, il faudra revoir même la structure de l'État. Nous étions les premiers en tant que parti Moubedra à annoncer cela. Nous avons besoin aujourd'hui de revoir donc la structure de développement économique régional avec des régions et plus seulement des gouvernorats où certains n'ont même pas 150 000 habitants et avec une économie, disons, dans un seul domaine, en quelque sorte. On ne peut pas garantir, on ne peut pas réaliser de développement dans ces conditions-là. Lié aussi ces régions-là entre l'Est et l'Ouest, donc pour chaque région économique, à la fois, disons, une partie qui est sur la côte et une partie à l'intérieur, pour qu'il y ait complémentarité entre ces régions. Nous pensons qu'on peut avoir, à part le Grand Tunis, 5 ou 6 régions de la Tunisie, et évidemment, accorder à ces régions surtout la personnalité juridique. Avoir des comités de région qui sont élus par la population, parce que pour les responsabiliser, et pour qu'elles puissent avoir donc une autonomie. Ces régions, une autonomie, et même, je dirais, avoir des accords même avec des parties étrangères. Donc, pour qu'on puisse établir aussi une coopération avec des pays qui ont plus d'expérience. Donc un problème de décentralisation. Un problème de décentralisation, d'implication des concernés eux-mêmes. Et certains pays nous ont précédés dans ce domaine, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, et où évidemment il faudra faire le maximum pour cela. Lorsque j'entends parler de jeunes élèves qui font des kilomètres et des kilomètres pour arriver à l'école, il faudra trouver d'autres solutions, mais des solutions qui s'appliquent à chaque région et à chaque situation. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, Salwa Mesbah est avec nous, justement, de nouveau, excusez-moi, M. Kamel Morjane, mais Salwa, quand vous êtes là sur place, comment vous voyez réellement, quelles sont les solutions qu'il faut prendre réellement, et où
se situent les problèmes? Est-ce qu'il y a une autonomie qui manque dans ces régions où ils doivent passer par je ne sais pas quel endroit, quel circuit, ce qui est très long et en même temps qui risque de ne pas répondre du tout? Est-ce qu'il faut faire plus d'investissements pour que justement qu'il y ait une décentralisation? Où se situe le problème pour vous, pour quelqu'un qui va souvent sur place? En fait, on est en ce moment, enfin depuis quelques mois, on est bloqué de partout. Quand je m'occupe de dispensaires et que je m'adresse aux autorités pour qu'on nous laisse finir, par exemple, j'ai un chantier de dispensaire qui est bloqué depuis 2 mois maintenant. Pourquoi? Et on ne sait pas. On ne sait pas. Les écoles, c'est pareil. Tout est pareil. Et les jeunes deviennent de plus en plus agressifs parce qu'ils sentent que on les responsabilise pas, on les met pas du tout au courant de ce qui se passe. On ne veut pas les intégrer dans un système économique. Et c'est vraiment dramatique. Hier, j'étais à Sejnen toute la journée. Je vous assure que je n'ai pas. Je ne sais pas ce qui me porte même parfois, le courage, la volonté ou l'amour simplement de ce pays, mais il y a des moments où je désespère parce qu'il n'y a absolument personne en face. Il n'y a pas de vis-à-vis, ni gouvernemental, ni de responsable. Quand je m'adresse à un directeur d'hôpital, il me dit, moi je ne peux pas contrôler mes médecins. Où est-ce qu'on vit? Où va-t-on? Donc c'est un problème très grave, c'est quand même homogène. Bien que de toute façon le temps passe, Madame Salwa Mesbah, il y a d'autres questions encore, mais en tout cas c'est une question. Je vais juste ajouter 2 mots à ce que vient de dire Madame Salwa. Premièrement, il est clair que pour ce genre de situation, et je parle d'expérience, comme vous savez, de mon expérience humanitaire surtout, oui. les solutions ne peuvent être données que par les intéressés eux-mêmes. Ce sont eux qui connaissent leurs problèmes, certainement ils connaissent mieux que quiconque. Mais s'ils ont les mains vides, ils n'ont pas de pouvoir. Je parle des idées, Sinoudi. Je parle des idées. Non, j'ai compris. Non, je ne sais pas du tout pour minimiser la chose, mais je dis, eux, ils doivent certainement savoir quelle est la solution. Maintenant, le problème, c'est avec qui traiter. Disons, je parle, vous êtes en quelque sorte, en tant qu'association, vous êtes l'intermédiaire entre les intéressés, entre ceux qui vivent cette difficulté, qui vivent cette situation, et ceux qui sont censés prendre des décisions, en fait, à qui on ne demande rien d'autre qu'une simple, peut-être, autorisation. Alors, la question, c'est, encore une fois, à mon avis, l'histoire de la centralisation de la décision, parce que lorsque vous parlez d'un directeur d'hôpital, qu'il soit local ou régional, je pense qu'il n'a pas assez d'autorité pour assumer, disons, la responsabilité, pour vous dire oui, on va faire ça ou on va faire ça, même si la solution, comme j'ai dit, ne peut venir que des intéressés eux-mêmes parce qu'ils la vivent, parce qu'ils souffrent de cela, et certainement, ils n'ont pas seulement le temps, mais l'obligation eux-mêmes par rapport à d'autres, avec tout le respect que je dois à tous les autres, ce sont eux qui pensent à leur solution. Donc, nécessairement, il nous faut beaucoup plus de décentralisation, une structure tout à fait différente, et donner la chance à ceux qui peuvent aider ce pays et ne pas se limiter à l'aspect officiel. Je suis entièrement d'accord. C'est pas facile. C'est plus facile à dire peut-être qu'à réaliser. Pardon ? J'avoue que c'est plus difficile à dire qu'à réaliser. C'est certain. Je sais. Mais bon, il faut quand même très beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup. Barakallahu fik. Merci. Voilà, Salwa Mesbah, je sais que c'est pas la solution, c'est pas satisfaisant, mais au moins, de toute façon, il avait une volonté, et en même temps, ce qu'il avait annoncé et en même temps expliqué. Et il est bien sûr important qu'aujourd'hui, il y ait plus d'autonomie, plus de détermination des personnes responsables qui ne doivent pas, pour changer une fenêtre, passer par la présidence de la République, alors qu'ils se trouvent à Innsbruck, à 3000 km de la capitale. Et quelque part, c'est vrai que c'est une dame, quand elle va dans ces endroits-là, où elle a l'impression de ne pas être en Tunisie, d'être nulle part ailleurs, mais elle ne sait pas très bien où. Nowhere. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, il reste à peine 10 minutes, alors je continuerai avec les questions, Monsieur Kamel Morgen. Évidemment, beaucoup se posent des questions. Vous étiez, pendant l'ère de Ben Ali, contacté par les Américains. On pensait que vous étiez même le dauphin qui allait prendre la place pour être président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours d'actualité ?
si l'on dit, je ne sais pas comment vous dire. Si je savais, je ne poserais pas la question. Contacté par les Américains. Ben non, c'est-à-dire que tout simplement, c'était des rumeurs, et en Tunisie, comme c'est petit, tout le monde sait les choses, et en général, 90% c'est vrai. Enfin, je pense que beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. Beaucoup de fabulations même. Aussi, j'imagine. Les Tunisiens adorent ça aussi. Mais en fait, on ne prête qu'aux riches. Je ne parle pas de moi-même, je parle d'une grande puissance comme les États-Unis. Mais je peux dire en toute confiance et vous assurer que mes relations avec les pays étrangers, quelle que soit la position que j'ai occupée de par le passé ou même présent, n'a jamais été plus qu'une relation à la fois amicale et à travers mes connaissances personnelles. Je n'ai jamais discuté de l'avenir de mon pays, même du temps où j'étais en dehors de la Tunisie, avec des... Mais ceci n'empêche pas que les Américains peuvent avoir en vous le profil de quelqu'un qui pourrait être président de la République. Bon, s'ils le pensent, c'est très gentil de leur part. C'est aussi simple que ça. Eux ou d'autres, mais au fond, je pense que c'est le peuple tunisien qui décidera, qui veut-il avoir à sa tête. On est très loin d'élections présidentielles ou autres. J'assumerai, disons, mon destin. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais annoncer ni une candidature ni quoi que ce soit, mais tout ce que je peux dire, disons, à tous les Tunisiens, c'est que je n'ai qu'une seule appartenance et je n'ai qu'une seule fidélité, c'est vis-à-vis de la Tunisie. Et quelles que soient les relations, il est bon d'avoir des relations évidemment avec il est bon aussi que les Tunisiens parlent Tunisie, ne parlent pas parti, ne parlent pas égo. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Le gouvernement de Khaït Sebsi, qui a été un gouvernement de transition, qui a fait quand même du travail intéressant par rapport aux autres gouvernements qu'on a vus après les élections. Est-ce que vous estimez que, d'abord, une première question, parce qu'on va parler de Béji Khaït Sebsi, de l'idée à tous, et sa relation avec votre parti, est-ce que vous estimez que, normalement, ça aurait été un mieux pour la Tunisie que le gouvernement de Khaït Sebsi serait resté plus longtemps et que les élections étaient un petit peu trop hâtives? Moi j'ai une idée là-dessus et je l'ai pas caché, je l'ai annoncé, je l'ai dit à pas mal de mes amis de tous bords. Si j'étais à la place de Nahda, je n'aurais certainement pas, si je devais prendre la décision, je n'aurais certainement pas pris le pouvoir, donc le gouvernement en tant que tel, parce qu'il fallait quand même avoir des gens qui ont de l'expérience, et il fallait penser à l'intérêt national qui, à l'époque... Donc vous répondez autrement, mais à la même question, avec la même réponse, ça veut dire que on aurait pu avoir un gouvernement d'experts ou de technocrates, un gouvernement comme ça a été discuté il y a quelques mois seulement. Je le comprends sur le plan psychologique. Je comprends la position de Nahda et d'avoir surtout... C'est légitime. C'est légitime. Je ne leur conteste pas du tout ce droit. C'est leur droit tout à fait... c'est tout à fait normal. Mais on aurait pu penser à un gouvernement d'union nationale avec des personnalités qui n'étaient pas nécessairement membres de partis politiques, etc., pour essayer d'aider le pays avec leur connaissance, avec leur expérience, et laisser le travail se faire d'une façon sérieuse au sein de l'Assemblée, et ça aurait pu être la responsabilité de Nahda, pour faire le maximum pour aller vite avec les nouvelles institutions, avec la Constitution, et cela aurait pu certainement nous aider. Peut-être qu'on serait aujourd'hui déjà dans la nouvelle étape, et pas toujours dans cette... Donc il y avait une confusion de vitesse et précipitation. Je pense, bon, mais je ne leur conteste pas ce droit, c'est ce que j'aurais souhaité. Mais le résultat est là. Le résultat est là parce que malheureusement, à ce que nous voyons aujourd'hui, surtout au sein de l'Assemblée, en ce qui concerne le texte de la Constitution, en ce qui concerne même l'ISI, en ce qui concerne la loi électorale, etc., je ne veux pas être un oiseau, comme on dit, de mauvais augure, mais je commence à douter que d'ici la fin de l'année, on puisse avoir des élections si, jusqu'à maintenant, on n'est pas encore capable de se mettre d'accord sur un premier texte et surtout préparer les élections. Comme vous le savez, même aux Nations Unies, même si les Nations Unies doivent s'occuper d'une élection quelque part dans n'importe quel pays, ils exigent 6 mois entiers pour pouvoir faire organiser ces élections avec tous
tout le nécessaire qui est déjà en place. Donc il y a beaucoup d'erreurs, de manque d'expérience et de manque de pratique politique. Je le pense, et bon, j'espère tout simplement que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui tirent la conclusion et essayent de trouver le chemin le plus court pour aller très vite vers... Vous êtes dans la politique et vous êtes quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience. Vous pensez que le gouvernement aujourd'hui travaille sérieusement et sincèrement pour que les choses se rétablissent, ou bien ils sont dans une option et une optique politique pour un parti? Je n'évite pas la question, mais je pense que on peut juger cela d'ici quelques semaines, parce que ça fait quand même pas longtemps qu'ils Non, ça ne fait qu'ils pas sont longtemps, là, mais si vous dites que les Nations Unies vont mettre 6 mois de plus, oui. ça va être quand même le désastre, parce que nous vivons une situation économique, politique, et quand on voit ce qui se passe au niveau du tourisme, bientôt ça va être la saison, ça va être très difficile. Tout à fait. Et c'est pour ça que je disais qu'en fait, peut-être il faut arrêter de parler seulement politique et qu'il faut se mettre ensemble pour discuter de l'avenir du pays. Et l'avenir du pays, c'est tout est économique. Vous avez cautionné ce gouvernement. Est-ce que ce gouvernement, réciproquement, vous pose des questions aujourd'hui pour vous demander conseil? Pas encore. Bon, j'espère qu'il y aura des consultations pour impliquer le maximum de Tunisiens, le maximum de partis. Il ne faut pas que ce soit un truc bilatéral, loin de là. Je sais qu'il y a une initiative du président de la République qu'il appelle, disons, un dialogue national. On verra bien qui va participer à ce dialogue-là et quelle va être son utilité et surtout, quelle va être l'approche qu'il va adopter en fonction de la position du gouvernement. Parce que, encore une fois, j'espère qu'on va pas avoir deux positions différentes, ou plutôt un exécutif à deux têtes. Mais le voilà du président de la République aujourd'hui, il y a eu des dérapages qui font que la crédibilité du président de la République est réellement en jeu. Alors comment peut-on avancer? C'est une bonne réplique, je vous le concède, et j'espère qu'on s'en sortira parce que ça va de l'intérêt de notre pays. Eh bien, alors, Khaïs Sebsi, vous a tendu la main ou vice-versa parce que vous êtes aujourd'hui un partenaire et en même temps sachant que vous êtes à la tête d'un gouvernement, d'un parti, même si vous n'êtes pas le parti le plus important, mais connaissant bien sûr votre expérience politique, il y avait d'un côté comme d'un autre peut-être un essai à ce qu'il y ait un lien, mais apparemment c'est un peu difficile, vous l'avez déclaré il y a 2 jours dans un journal en langue arabe. En fait, ce que nous avons fait vendredi, comme je vous ai dit, c'est la constitution d'un front destourien, dans lequel il n'y a pas que des partis à référentiel destourien. Donc c'est un front qui reste ouvert à tous les partis qui partagent les mêmes principes et les mêmes objectifs que nous, même s'ils ne se réfèrent pas au Destour et à Bourguiba. Donc ça c'est clair, et nous allons travailler là-dessus pour préparer l'avenir. Et surtout, un front, c'est nécessairement politique et électoral. Il y aura aussi, avec certains partis, je pense surtout au parti Al-Watan, avec lesquels nous pensons et nous avons décidé de nous unir carrément, donc une fusion pure et simple. De l'autre côté, avec Nida Tounes, je dois insister sur le fait que dès le début, on a eu des contacts avec Silbej. J'ai eu au moins 2 séances avec lui, assez longues, assez ouvertes, avant même la constitution de son pays. Mais évidemment, vous connaissez la position de Nida Tounes, c'est-à-dire ceux qui doivent se joindre à Nida Tounes doivent venir en tant que personne, individuellement, et pas en tant que parti. Cela nous pose problème, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus responsable de moi-même. Je suis aussi redevable à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui ont soutenu le parti et qui en font partie. Mais cela ne veut pas dire que les ponts sont rompus et que donc on et continuera. Que le dialogue demeure bien sûr possible. Enfin, il y a pas mal d'amis à l'intérieur de Nida Tounes. Certains, nous avons même la même référence et le même passé. Donc globalement, vous êtes presque dans la même politique. Je ne crois pas qu'il y a des divergences fondamentales ou des divergences de principe, mais nous sommes ouverts. Avec le Front populaire aujourd'hui, est-ce que, puisque c'est un parti aujourd'hui qui a quand même beaucoup d'importance et beaucoup, avec Chokri Belaïd, l'assassinat, aujourd'hui il devient un parti réellement symbolique et en même temps qui prend de l'ampleur, il est important. Est-ce que vous êtes en relation aussi ou bien Nous ne sommes pas en relation. Nous avons adopté la position que nous imposait à la fois la morale lors de l'assassinat de feu Chokri Belaïd. C'était un devoir, on n'avait pas le choix.
Mais quant à une possibilité de coopération, etc., je pense qu'on est loin de là. De coalition, ne serait-ce que pour plus tard. On verra bien. Vous savez, en politique, il n'y a rien de permanent. Et en politique, il n'y a rien de définitif. Et un homme politique qui se respecte doit tenir compte de l'évolution de la situation au jour le jour, si ce n'est pas heure par heure. Dernière question, mais alors très rapidement, vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir de la Tunisie? Je pense que nous n'avons pas le choix. Il faut avoir ce qu'on appelle l'optimisme de la volonté. Si on a de la volonté pour notre pays, si on veut vraiment réussir et aider ce pays, on ne doit pas être abattu, on ne doit pas avoir un moral à fleur de peau. Merci M. Kamel Morgiane, à très bientôt. Il est 13h30, même 30 secondes de plus pour les informations. On l'applaudit absolument. Merci beaucoup. Salah Vacher pour les informations de 13h30, le bulletin complet. Je vous retrouve juste après pour un peu de musique. On va retrouver le programme en langue anglaise à 14h. Slipping into the future.